J'accueille maintenant Ioana Bot, qui est professeure à l'université Babes-Bolyai de Cluj depuis 1990, après un doctorat en histoire des idées littéraires roumaines. Alors, elle a un nombre de centres d'intérêt absolument extraordinaires. Littérature roumaine des 19e et 20e siècles, histoire des idées littéraires européennes et théorie littéraire d'expression française. Alors, elle a publié un volume récemment qui a eu de nombreux prix. Elle est essayiste et traductrice, etc., etc. Mais je lui cède la parole tout de suite. Merci, bonjour. Je vais vous proposer dans ce qui suit une réflexion sur la réception locale, nationale des avant-gardes roumaines ou issues de Roumanie, en focalisant sur le mélange idéologique de nationalisme roumain et de communisme, socialisme à la manière soviétique, qui a scellé la plupart des démarches de la critique littéraire visant à établir une histoire et à formuler une axiologie littéraire du mouvement, car l'image qui nous parvient de ce mouvement artistique en Roumanie est en grande mesure construite par l'histoire de ses interprétations. Cela me permet de vous dresser le tableau d'une histoire littéraire nationale qui vous est pour la plupart étrangère et de réfléchir avec vous sur cette étrangeté du contexte roumain. Car le plus souvent, les origines roumaines de quelques avant-gardistes importants font partie des informations basiques de l'histoire littéraire, mais je crois que cette indication d'origine, cette AOC, n'a pour le spécialiste occidental aucune substance pour l'appuyer. La période historique en question, qui recouvre presque entièrement le XXe siècle, est pour la culture roumaine celle d'une modernité hétérogène. Le modernisme roumain se développe surtout à partir du symbolisme. Il est très divers pourtant, hermétique, néo-traditionnaliste, ironique, etc. C'est un courant d'interférence dont le profil est difficile à esquisser, qui incorpore les expériences les plus audaces et les conservatismes académiques au nom de la libre circulation des auteurs et des thèmes. Les avant-gardes empruntent au symbolisme surtout l'idée de l'exploration obligée du nouveau. Nos surréalistes ont des liens plus profonds avec le symbolisme. La plupart de nos avant-gardistes débutent en écrivant de la poésie symboliste. Le cas le plus frappant est celui de Tzara, ce qui nous renvoie, comme on dirait, à nos moutons primaires. Les courants nationalistes semblent échouer dans leur tentative d'imposer un cours artificiel à ce qui était le rapprochement naturel de la culture roumaine au contexte occidental, mais c'est surtout ces courants nationalistes qui s'approprient autour de la Première Guerre mondiale la violence rhétorique du discours contre l'establishment. Face aux évolutions qui font qu'aux alentours de la Première Guerre mondiale, la littérature roumaine se synchronise de plus en plus visiblement avec la littérature occidentale, la révolte anti-canonique contre l'ordre établi naît dans les mouvements aux idéologies nationalistes, passéistes, accusant l'occidentalisation de menacer l'identité autochtone. D'où une violence rhétorique et positionnelle qui sera prise par les nationalistes et que les avant-gardistes auront du mal à s'approprier en son entier et en s'opposant aux mêmes nationalistes par la suite. Comment se poser en révolté contre la culture canonique et en même temps en pro-occidentaux si la culture officielle, entre guillemets, est-elle elle aussi déjà tournée vers l'Occident ? Enfin, comme il a été le cas pour des auteurs tels Fundoianu avant son exil français, la volonté de distanciation radicale de la culture officielle les fera transiter sans trop de problèmes en conservant le même style et rhétorique entre les autochtonistes radicalement anti-occidentaux et les avant-gardistes tout aussi radicalement pro-occidentaux. Autant dire que déjà au moment de l'apparition des avant-gardes en Roumanie, la radicalité des barricades était intenable.
soit parce qu'elle était perçue comme datée, soit parce que, de par sa nature, la culture roumaine préfère l'hétérogénéité, la transition perpétuelle, aux contours clairs et aux choix déterminés. Les moments chronologiques que je vais esquisser dans ma présentation m'aident à dresser une carte de l'évolution de l'horizon d'attente roumain face aux innovations littéraires du XXe, ainsi que de son insertion historique dans une histoire qui s'écarte après la fin de la Deuxième Guerre mondiale de ce qui demeurera le modèle de la normalité occidentale moderne. La première réception au début roumain des avant-gardistes est une réception qui les refuse, un refus sceptique de la part des grands critiques du moment, et telle restera la situation pour toute la période de l'entre-deux-guerres. Les créateurs d'opinion, ceux qui publiaient dans les revues culturelles les plus importantes du pays, n'ont aucun intérêt ni pitié pour les jeunes terribles et furieux. Le fait que ces derniers partent en Occident et qu'ils trouvent là une audience différente est à leurs yeux la preuve d'une trop grande permissivité occidentale envers des expériences qui ne mèneront nulle part. Tel un Constantin Emilian qui, aux alentours de 1930, commente le succès de Tzara en Occident, ironiquement dans un volume entier consacré à ce qu'il intitule l'anarchisme poétique, mouvement des, je cite, écrivains extrémistes européens, parmi lesquels il range tous les innovateurs du moment, non seulement les avant-gardistes. Tzara, par exemple, y occupe une bonne page, mais ce surtout à cause de sa carrière occidentale. Je cite, « Notre compatriote si fameux à l'étranger. Le courage de lancer une nouvelle mode, fut-elle tout aussi bizarre, semble être mieux vu que le talent. La littérature, comme le commerce, a un côté viable de par sa publicité. Grâce à cela, M. Tzara est entré dans la conscience du grand public européen avec une facilité et une impertinence déconcertantes. » Fin de la citation. Ce conservatisme outrageux de Constantin Emilian est à retrouver dans la synthèse la plus importante sur l'histoire de la littérature roumaine de ses origines jusqu'à nos jours, publiée en 1941 par le Spiritus Rector de l'entre-deux-guerres, George Călinescu, est restée depuis jusqu'à maintenant l'histoire littéraire modèle de la culture roumaine. Les nuances de Călinescu ne visent pas à radoucir le jugement négatif général, mais elles ponctuent des non-dits importants, tels la judaïté de Tzara. Le chapitre consacré au dadaïsme commence par la phrase, elle est très belle, comme on dirait un conte. En 1912, un jeune juif de 16 ans, connu par la suite sous le nom de Tzara, ainsi de suite. Pour aboutir sur, ça c'est la conclusion du chapitre, je cite, « Le dadaïsme n'était qu'une mystification et une démonstration esthétique négative. Par horreur envers l'académisme, on refusait non seulement tout art et toute technique, mais aussi toutes ces organisations que l'imagination cohérente en soi aurait introduit instinctivement parmi les éléments disparates, ainsi de suite. » Le mépris du grand historien et critique littéraire y règne en décrétant que toutes ces manifestations ne seraient que philistinisme, défis juvéniles et j'en passe. Ce qui me semble en revanche le plus important à noter dans le texte de Călinescu est le manque de réserve avec lequel il étiquette les avant-gardistes roumains de juifs. Pour la plupart d'entre eux, tel était vraiment le cas, mais tous écrivaient en roumain et se revendiquent d'une culture d'expression roumaine. Călinescu ne fait pas cela pour d'autres écrivains de la même époque qu'il trouvait à son goût et qui étaient eux aussi d'origine juive. Mihail Sebastian, par exemple. C'est là une attitude opportuniste de Călinescu. Toute sa vie, il assurera sa position littéraire et sociale par des gestes semblables impunément. Cette attitude est à rapporter au contexte historique immédiat. À la parution de son chef-d'œuvre en 1941, la Roumanie est une dictature de droite alliée de Hitler et de l'Axe, menant une politique antisémite officielle. Ce qui demeure en revanche dans le non-dit, secret de Polichinelle de l'époque, est l'appartenance de la plupart de ces écrivains faisant scandale et juifs à des organisations politiques ayant affaire avec le régime soviétique d'à côté.
L'appartenance des avant-gardistes à des mouvements et structures politiques soviétiques infiltrés en Roumanie, le Parti communiste roumain avait été mis hors la loi dans les années 20, considéré comme une menace envers l'intégrité nationale, ce qui avait conduit à la dispersion de ces activistes dans des organisations et associations aux apparences apolitiques et culturelles. Cette appartenance était-elle le grand non-dit de l'époque dans la critique littéraire? La nouvelle vie que connurent nombre des avant-gardistes à l'instauration du régime communiste viendra confirmer ces soupçons. Toutefois, les documents de ces affiliations politiques, pour lesquels souvent les groupements artistiques servaient de façade, ne sont devenus accessibles qu'après la chute du communisme. À voir en ce sens un livre paru en 2008 seulement, qui restitue les archives de la police secrète de l'entre-deux-guerres qui surveillait les mouvements des avant-gardistes. Les mouvements au sens le plus concret du terme. Dans un contexte pareil, les critiques littéraires de l'entre-deux-guerres préféraient s'abstenir et faire recours à une stratégie minimisante beaucoup moins dangereuse dans ses implications. Traiter ces scandaleux innovateurs partis pour l'Occident de juifs, si possible, sinon de pornographes. Joe Bogza, ethnique roumain, lui, subit un procès et fut emprisonné à la suite de ce procès pour pornographie. En quelque sorte, les stratégies mises en place pour éviter de recourir aux politiques dans la contextualisation du phénomène littéraire avant-gardiste commencent à cette époque-là. Leur reprise dans les années 70 témoigne de la complexité du rapport aux politiques de l'histoire littéraire roumaine le long de tout le XXe siècle. Ce qu'on met à la va-vite au compte de la dictature communiste et du refus de ses impositions dans la vie littéraire a, comme on le voit, une histoire beaucoup plus longue et plus trouble, plus impure. Le deuxième moment essentiel dans ma chronologie est celui du retour des filles prodigues. Les avant-gardistes d'origine roumaine, après s'être fait un nom en Occident et avoir quitté le pays en un geste radicalement iconoclaste, reviennent en Roumanie, où ils sont réifiés en symbole de la valeur culturelle nationale ayant conquis l'Europe. Le cas le plus fameux reste celui de Țara, qui quitte la Roumanie en 1915, mais y revient et en tout cas continue à publier en roumain dans son pays sporadiquement entre les deux guerres. Son ami resté en Roumanie, Sacha Pan, dont la vie au pays suivra les contours accidentés de son siècle, tout en faisant de lui un écrivain agréé par le pouvoir communiste et une mémoire vivante de l'âge des avant-gardes, rassemble les écrits de Țara en 1934 dans un volume roumain, les premiers poèmes. Țara lui-même revient en Roumanie en 1946. Il donne une conférence à l'Institut français sur la dialectique de la poésie, mais à ce moment, c'est bien la France qui y montre un héros de son histoire récente dans les discours d'escorte de cette visite. Néanmoins, les échos roumains médiatiques de son passage à Bucarest parlent de, je cite, la grande visite de l'écrivain chez soi après une guerre tragique en annonçant un avenir heureux. Fin de la citation. On est toujours, quand même, on est en 1946, l'instauration définitive du pouvoir soviétique sera faite en 1948. Țara ne reviendra plus par la suite en Roumanie, mais il continuera à publier avec les éloges des discours d'escorte des poèmes dans les revues culturelles les plus vivaces et crédibles et les moins enrégimentés au service du pouvoir communiste. Ceci même après les distances que Țara prend publiquement en France par rapport au communisme suite à la révolution hongroise de 1956. Il sera pratiquement présent dans la presse culturelle roumaine jusqu'en 1967. Troisième moment important, le socialisme d'inspiration soviétique, imposé en Roumanie à partir de 1948, est à la recherche de légitimité locale et nationale et revisite les avant-gardes comme des mouvements de la gauche prolétaire roumaine de l'entre-deux-guerres. Il y a énormément d'exemples, mais je me rends compte que je vous parlerai de noms et de livres qui seraient pour vous inconnus. Je vais choisir juste un exemple, le plus fameux, car
c'est la première histoire de la littérature roumaine de l'entre-deux-guerres, qui est publiée en 67 par Ovid Crohmălnicianu. C'est la première histoire d'après la guerre sur l'entre-deux-guerres. C'est en 67, vous allez me dire que la déstalinisation avait commencé depuis déjà 9 ans, mais les mouvements de l'histoire littéraire sont lents. Donc, on doit encore y voir les échos, quitte que Crohmălnicianu, l'auteur, veut bien déstaliniser, veut bien offrir une perspective qui ne soit plus obéissante par rapport à une imposition de l'occupant. Alors, celui-ci passe sous silence les rapports des avant-gardes et de toute la littérature de l'entre-deux-guerres avec les formations politiques d'inspiration soviétique. Il conserve des nuances très discrètes de rappel, mouvement prolétaire, évolution du prolétariat au sens extrêmement général. Je cite un exemple, le surréalisme partait donc, comme le dadaïsme, de l'exaspération et la révolte d'une couche intellectuelle qui, dans ces moments de crise, se sentait poussée vers le mécontentement des masses. Fin de la citation. J'espère que vous pouvez saisir dans le style de cette expression le survol, le refus de passer aux choses concrètes que Crohmălnicianu connaissait en fait de première source pour y avoir participé lui-même. On applique ce que je trouve beau aux appellatifs de la critique ancienne de Călinescu qui traitait de juifs tzara. Le chapitre que Crohmălnicianu consacre aux avant-gardes dans son livre commence par raconter l'histoire de, je cite, deux Roumains, Tristan Tzara et Marcel Iancu, qui initièrent en Occident le dadaïsme. Fin de la citation. Aucun des deux, et Crohmălnicianu non plus d'ailleurs, n'est dans le sens ethnique premier roumain. Mais l'affirmation de cette appartenance marque bien un changement de poids de la détermination ainsi que de visée de l'histoire qu'on est en train d'écrire. Enfin, avec le nationalisme communiste de Ceausescu, on voit se développer toute une théorie concernant la primauté des innovations roumaines sur le plan mondial. On était censé être les premiers et par la suite logique les meilleurs dans tous les domaines, ou du moins dans les plus importants concernant la civilisation européenne. Entre exagération et ridicule, entre réécriture de l'histoire et obéissance au commandement d'un dictateur sombrant dans la folie mégalomane, ainsi s'écrivit en Roumanie ce qu'on appelle le protochronisme. Il avait ses coryphées et ses officines que la culture alternative savait mépriser et éviter tant bien que mal. Mais son action insidieuse arrive jusque dans le texte des spécialistes apparemment fiables, dont des accents mêlant l'orgueil national et nationaliste personnel de l'historien à un opportunisme politique bien tempéré. L'exemple le plus spectaculaire pour l'écriture de l'histoire littéraire roumaine des avant-gardes est celui de Marin Mincu, critique littéraire féru de structuralisme, éduqué et traduit d'ailleurs en Italie. Ses études en italien sur les avant-gardes roumaines sont des références qu'on utilise de nos jours. Il est traducteur lui-même d'Umberto Eco en roumain, universitaire, etc. Il est l'auteur, entre autres, d'études sur les avant-gardes roumaines où leur primauté sur le plan européen était censée justifier un immanent génie national à l'œuvre, notamment dans l'étude qui précède son anthologie de l'avant-garde roumaine de 1983 et où un glissement logique des plus simples lui permet de faire de toute la littérature roumaine d'avant les avant-gardes et ayant influencé nos premiers avant-gardistes une espèce de hourre avant-garde européenne dont on serait les glorieux détenteurs. Les avant-gardistes roumains sont, selon Mincu, réceptés comme tradition par l'Occident et la littérature roumaine jouit ainsi d'une suprématie absolue. Je passe sur les citations, je peux y revenir si vous voulez vous amuser lors des discussions. Quelle est l'alternative dépolitisée? Parce que, à côté d'une critique littéraire obéissante, on avait ce qu'on appelle une critique littéraire qui s'opposait ou qui, du moins, négociait avec les impositions de la culture officielle.
Alors, au temps de Ceausescu, si on choisissait de ne pas obéir au dictat politique officiel, on se réfugiait dans une solution qui était devenue monnaie courante. On ignorait toute composante, toute allusion aux politiques, à l'idéologie, à tout ce qui aurait impurifié l'objet littéraire de l'étude respective. Face à l'idéologie obligatoire, la culture roumaine avait développé des stratégies de refuge dans des positions atemporelles et esthétisantes, des tours d'ivoire ad hoc, où le jugement de valeur se voulait libre des pressions extra-esthétiques. Ici n'est pas le moment de discuter de la valeur ou de la véridicité de pareilles solutions. J'esquisse juste le contexte dans lequel il faut comprendre la dépolitisation des mouvements avant-gardistes rétrospectivement. Le collaborationnisme soviétique de nombreux avant-gardistes roumains avant la Seconde Guerre mondiale, leur sympathie communiste, le pacte qu'ils signent souvent après avec le diable rouge du nouveau pouvoir, avant de se recadrer pour une deuxième fois avec l'ouverture du socialisme roumain et de devenir des écrivains néoclassiques, académiciens et auteurs scolaires, tout ce parcours historique est passé sous silence par des exégètes prestigieux du mouvement, tels Jan Pop. Ses études à ce sujet paraissent depuis les années 70. En 2006, il publie en France un volume anthologique énorme, La réhabilitation du rêve. Ces volumes se trouvent sur la table à la sortie de cette salle. Il continue à être notre grand spécialiste sur les avant-gardes, ou allant de Jan Pop jusqu'aux auteurs des grands dictionnaires littéraires roumains post-communistes. On n'a pas changé de stratégie. On se tait toujours sur ces vilaines histoires, ces horribles relations avec le politique de nos grands artistes. Pour ces critiques, les références au contexte politique de la littérature font effet de vilains mots en diminuant la valeur esthétique, la seule valeur véritable et pure. Ce qui fait que les études de Jan Pop développent des perspectives thématiques et structurelles appliquées aux avant-gardes, en passant en douce, si jamais pareille attitude est nommée, les complicités des auteurs avec le pouvoir dictatorial communiste sur place. C'est là des épisodes supposés honteux dont le talent artistique des auteurs les sauverait et qui n'auraient eu aucun écho au niveau de leur vraie œuvre. Je souligne le syntagme parce qu'il apparaît souvent. La vraie œuvre n'a rien à faire avec le politique. Certes, toute une poétique révolutionnaire, une violence du discours et une terreur rhétorique sont ainsi jugés comme des choix créateurs faits au nom d'une esthétique anhistorique, désidéologisée et par conséquent ayant droit à la consécration éternelle au panthéon national littéraire. Jan Pop, l'autorité critique, reprend ses études récemment dans le volume que vous avez à la sortie. Il annonce la même perspective et la même visée. Je cite, « On nous confirme le fait que, défini comme un état d'esprit, au-delà des écoles littéraires, l'avant-garde a et promet d'avoir une vitalité pérenne, en étant présente périodiquement comme type de réaction anticonventionnelle, anti-esthétisante, anti-classique. Un état dynamique, n'est-ce pas, de disponibilité absolue face à l'immédiat du vécu, réactivé à chaque fois que l'on sent le danger de blocage dans une formule ou dans une convention littéraire. L'avant-garde, forme exacerbée de la conscience de la modernité, serait à intégrer comme possible citation culturelle parmi les autres dans un ensemble d'intertextualité plus ample. » Fin de la citation. Le contexte référentiel que dresse Jan Pop pour expliquer des programmes et des manifestes renvoie uniquement à des lectures de philosophie et à un Zeitgeist vague. Il invoque Einstein et le relativisme, Bergson et l'intuitionnisme, Nietzsche et le vitalisme, Freud et la psychanalyse, Hegel, Spencer, et il passe sur, dans une phrase, je cite, « la conscience du devenir dans des formes très différentes chez les marxistes qu'il lisait à l'époque. » Fin de la citation. Pudique, l'exégèse s'arrête sur le seuil d'une filiation idéologique plus directe ou plus explicitement nommée. De nos jours encore, en terre culturelle roumaine, Marx et les siens font figure d'innommables, quitte à falsifier une histoire pour en faire une histoire littéraire. Merci. Alors, 2 ou 3 questions.
Bon, moi j'en ai une. Est-ce que le traitement réservé aux écrivains roumains qui ont émigré plus tardivement comme Ionesco a été à peu près le même? Oui, pour ce qui est des engagements politiques de jeunesse de Ionesco, c'était le même au sens où on ne les sortait sur table que si on voulait faire du mal à l'image de l'écrivain de valeur. Généralement, cette attitude de refus du contexte politique, de décontextualisation, continue d'ailleurs à se propager, ce qui est surprenant pour la culture roumaine actuelle même, parce que si au temps de Ceausescu, on n'avait pas les dictionnaires et les encyclopédies, on les a maintenant. On a achevé le grand projet du dictionnaire général de la littérature roumaine et leur engagement politique de tous ces écrivains, d'Eliade aussi, et ça c'est à l'autre extrême, est passé sous silence ou on y glisse dessus dans une phrase allusive qui est éventuellement qui parle au lecteur roumain averti à voir les allusions, mais qui ne dit pas explicitement de quoi il s'agissait. Alors, Yves Thomas, ma première question porte... j'ai une question, mais je vais essayer de retracer votre cheminement dans votre communication, que j'ai trouvé fascinante. Alors, la première étape, c'est un peu la réaction face à Tzara, qui est celle de dire, Tzara, on le relègue à la judaïcité et au camp soviétique, aux années 20, n'est-ce pas? C'est un peu un geste de rejet de Tzara de cette façon-là. Et puis ensuite... une reconnaissance chez Tzara, peut-être chez Pop même. Est-ce que cette reconnaissance exclut le politique chez Tzara? Elle exclut les positions internationalistes, interurbaines et plutôt que internationales. Voilà, alors j'essaierai de répondre. En premier lieu, il n'y a pas que la réaction à Tzara. J'ai choisi ces exemples parce que je pensais à vous, un public qui connaît plutôt Tzara et Marcel Yankou que d'autres qui ont essayé de se faire un nom en Occident. Parfois, ils sont réussis, mais ils ont continué à écrire en roumain et sont moins connus par un public comme celui de ce colloque. Alors, oui, la composante politique des attitudes et des manifestations de ces auteurs continue à être à être exclue de la restitution de l'histoire, ce qui nous vaut des études extraordinairement pliées en micro-lecture, en close reading, sur les textes, même des manifestes avant-gardistes, mais c'est comme dans des bulles en cristal qui excluent l'impureté, ce qui est ressenti comme une impurification de l'objet littéraire et qui est justement son contexte, avec tout ce que son contexte amène. Oui, ça continue. Ça continue comme ça. Et c'est peut-être, je me disais, il y a quelques années, il faut attendre un changement générationnel. On a de nouvelles études de la génération d'historiens et critiques littéraires qui sont autour de la quarantaine maintenant et qui font la même chose, qui continuent dans ce sens. Mon petit soupçon méchant, c'est que c'est plus simple aussi. Alors, une dernière question d'Henri Béard, sinon nous serons privés de pause. On va mordre sur la pause. J'ai été très très intéressé par votre exposé, mais tout de même, je me pose une question. Vous avez retracé une histoire idéologique de l'histoire littéraire. C'est parfait, on en a besoin. Je rappellerai simplement que, pour les gens qui étaient dans la salle, se souviennent peut-être que j'avais fait une intervention à un colloque, c'est l'Angleterre encore, ce pays-là, qui s'intitulait « La colombe poignardée », où je dénonçais tous ces gens qui nous racontent l'histoire aseptisée.
de la littérature. Donc, c'est vous dire combien j'apprécie votre propos. Mais en même temps, je me dis, mais où êtes-vous vous-même ? Qui nous racontait cette histoire comme ça, hein, comme un déroulement historique. Voilà, une période, puis une autre, puis une autre. Et vous voyez où je veux en venir, c'est votre appréciation de Jan Pop. Bon, vous savez très bien que c'est un de mes amis. Je ne vais pas le défendre. Hein, il est assez capable de se défendre tout seul. Absolument. Hein. Mais ce que vous en dites. À la fois me convient, me plaît, en même temps je me pose des questions. Je me dis, peut-être n'avez-vous pas vu aussi, ou peut-être parce que vous êtes obligé d'aller vite, on nous presse, etc. Peut-être n'avez-vous pas vu ce qu'il y avait de résistance chez lui quand il nous faisait l'histoire à la date où il la faisait. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, quand il republie des études des années 60, des années 70, telles quelles, quand il les reproduit exactement, on se dit, bon, c'est banalisé, quoi. Ben, voilà, alors une première réaction. La deuxième réaction, c'est ce que vous avez dit de la judéité de Tzara qui me pose problème à moi, parce que j'ai lu un certain nombre de travaux récents où on en vient à reparler de cette judéité, de ce fait qu'à Moïneshti, où il est né, 80% de la population était juive, etc. Alors bon, rappeler ces faits-là me paraît nécessaire. Absolument. C'est le travail de l'historien. Mais où veut-on en venir ? Est-ce qu'on veut nous expliquer qu'il y a une culture qui, traitée de telle et telle manière, permettrait d'expliquer Dada ? Alors là, j'aimerais bien comprendre. Hein ? Mais sinon, je vois cette diffusion extraordinaire, là, je ne sais plus le nom de ce Suédois... Sandqvist, Dadaïste. Comment Tom Sandqvist, 2003, voilà, c'est ça. Dadaïste. Mais je ne comprends pas ou alors dites-moi un peu ce que vous pensez de ce travail-là. Là, on ne va plus avoir de pause, Monsieur Baird. Ouais. Mais Bon, sinon, d'accord. vite fait, où j'en suis, moi, dans tout ça, moi, ce qui m'intéresse, quitte à vous donner la mauvaise réponse, ce n'est pas l'histoire des avant-gardes, mais mon intérêt vise la mauvaise relation de l'histoire littéraire roumaine, de la narration de l'histoire littéraire avec le politique. Comment la saisir, comment l'expliquer, comment l'analyser pour le XXe et jusqu'à de nos jours. Alors, le traitement que l'histoire littéraire en fait des avant-gardes est un cas de figure parmi d'autres. Ensuite, bien sûr que dans le contexte des années 60, ce que Jan Pop faisait, c'était, aux yeux des Roumains en premier lieu, de la résistance. Mais c'était aussi de l'embellissement que de ne pas dire, de ne pas parler du pacte avec le diable des années 50 que ces avant-gardistes avaient fait. Et le pouvoir ne saurait pas opposer à ce qu'il évoquait ça, mais il n'en parle pas de ça non plus. Il faut bien placer ces études dans ce contexte-là, et comme vous le dites mieux que moi, et plus clairement d'ailleurs, le fait qu'il continue à publier ça jusqu'en 2006 prouve non seulement qu'il n'y revient plus là-dessus, mais que pour un certain horizon d'attente, ça peut continuer à passer comme ça. On l'accepte et on l'exporte. Sandqvist a eu une réception très négative en Roumanie. D'ailleurs, le projet de traduire son volume qui ravive la judaïté des premiers avant-gardistes, le projet de le traduire en roumain est tombé à l'eau à cause de maints référents négatifs de lecteurs. J'étais un de ces lecteurs, mais Andrei Oișteanu, écrivain spécialiste, anthropologue d'origine juive, auteur d'un livre sur la figure du juif dans la culture roumaine qui vient d'être traduit aux États-Unis, par exemple, était beaucoup plus critique que moi. Malheureusement, le livre de Sandqvist est une référence
préférence, surtout pour ceux qui ne peuvent pas vérifier ces sources dans un tiers, je dirais, sont inventées ou fausses. Ils ne lisaient pas dans le texte ces sources roumaines. Et donc, pour moi, que ce soit l'adjectif juif ou l'adjectif roumain, ce qui m'intéressait dans mon propos, c'était de voir la présence de ce déterminatif et finalement la libre variation. Le changement, on le traite de juif ou on le traite de roumain selon l'effet qu'on veut, l'image qu'on veut construire, et puis aussi le fait que c'était beaucoup plus simple et plus sûr de le traiter de juif que de le traiter de communiste. En 1941, le traité de communiste lui aurait causé des ennuis énormes, tandis que le traité de juif, aussi cynique que cela puisse paraître, c'était, c'était le savoir comment officiel et public du comment on traitait les juifs, mais les membres du Parti communiste ou les sympathisants d'un parti communiste en illégalité étaient emprisonnés tout court. C'est ça. C'est ça ce que je suivais dans ma démonstration. Voilà.